Bonjour, ici Max Puccinelli, auteur best-seller, expert en stratégie de réussite et fondateur de Réussite Max. Et c'est un honneur pour moi de vous présenter, si vous ne connaissez pas encore, Martin. Martin La Tulipe. Avec plaisir. Ça va mon frère? Avec grand plaisir. Et toi bien? Très bien. Merveilleux. Donc ici, on est un de tes séminaires et l'Académie Zéro Limite, tu vois, le fondateur de l'Académie Zéro Limite, et qui est assez incroyable parce que j'avais participé à la toute première, qui était 2013, il y avait 80 personnes. Qui avaient tous droit à un invité. Deux droits à un invité. 40 personnes. C'est ça. Sont venus avec un invité en fait. Non, vous êtes là quoi, 900 personnes. Oui, on est tout près de 900, je crois, 875 la mythique salle Gabo. Gabo, c'est ça. Qui est magnifique, et il fait très chaud. Et chaud. Vous n'avez pas idée, on transpire actuellement. Elle est chaudement magnifique. Elle est chaude. Mais peut-être qu'elle est très chaleureuse. Alors, en tout cas, ça fait plaisir de te présenter Martin, parce que c'est vraiment un type extraordinaire. J'apprends beaucoup aussi sur ta manière d'être. Tu as un cœur gros comme ça, donc ça que je vous le présente avec grand plaisir. Donc, dis-nous un petit peu. Tu es du Québec, mais tu vis au Canada. Donne-nous un petit peu ton histoire, d'où tu viens, parce qu'avant, tu es conférencier international. Là, tu parles de sociétés comme BMW, Mercedes, grosse boîte très importante. Tu te fais payer même des petits pieds bien pour juste une heure d'intervention. Les compagnies sont très généreuses. C'est ça. C'est pas parce que je suis bon, c'est parce que les compagnies sont très généreuses. Elles ont tellement d'argent à donner. On les salue d'ailleurs. Je voudrais les remercier. Pour le fonds de pension, mes enfants sont très heureux de votre générosité. Donc Martin, ce qui est intéressant, c'est une histoire, c'est pas parti t'es quand même parti de loin. Et moi, je vois le succès, c'est assez impressionnant. Donc moi, qui est dans le thème de la réussite, j'aimerais un petit peu connaître que la réussite. Donc peut-être rapidement, si tu es né où, très rapidement ton histoire avant que tu je sais que tu étais joueur de hockey, parle de ça. Rapidement, c'est vraiment intéressant parce que hier, à la sortie du théâtre, il y a une dame qui m'a approché, toute en nervosité. Elle m'a dit, j'ai un cadeau pour toi, Martin. Je dis, OK. Et elle me présente le livre Le secret de la réussite des champions. Et ça, c'est le premier livre de développement personnel que j'avais lu, qu'elle a acheté pour moi sur Amazon pour me le remettre en cadeau. Parce que c'est un livre qui, pour moi, est un point de départ, point de bascule. Donc, parce que, bon, comme plusieurs personnes qui œuvrent souvent dans le développement personnel, ont notre propre histoire de souffrance. Et remarquez, c'est pas obligatoire. On peut être un top gagnant, un top entrepreneur, se lancer dans ce domaine-là. Mais pour moi, lorsque j'étais adolescent, donc, je me suis fait accoler plusieurs étiquettes. Donc, j'avais dyslexie, d'apprentissage, trouble de déficit d'attention avec hyperactivité, qui n'était pas nécessairement top à l'époque lorsqu'on avait à naviguer dans le milieu scolaire parce que moi, j'en avais fini par croire que j'étais brisé. C'était pas assez bien. J'étais pas assez bon, tout le monde était avec moi. Donc, évidemment, le hockey était devenu mon échappatoire et mon père, un jour, après une série d'échecs, après une série de trucs qui fonctionnaient vraiment pas bien, m'a acheté ce livre-là, Le secret de la réussite des champions. Et parce que ça venait du monde du hockey, parce que j'étais très résistant de lire des livres, développement personnel. J'étais à fond dans le hockey. Ouais, j'étais à fond dans le hockey, en anglais on dit un jock, j'étais un gros ego et puis vraiment je carburais à la performance parce que c'est le seul endroit où je pouvais m'épanouir. C'était la même chose dans l'équipe nationale, je crois. Ouais, ça c'est plus loin. Universitaire, on devenait capitaine de l'équipe canadienne, mais bien des années avant ça. Donc, mon père m'a dit, lis ce livre-là, ça a été écrit par un grand entraîneur de gardien de but du Canadien de Montréal à l'époque. Donc, puisque ça venait de mon univers, tu t'es dit, je vais lire. Je vais lire. Et rapidement, ce livre-là m'a fait comprendre un cadeau, c'est que j'étais un leader. C'est le premier cadeau que ce livre-là m'a donné. Comment tu as pu découvrir que tu es un leader? C'est beaucoup de gens qui disent, je suis pas un leader. À travers le livre, il donne tellement d'exemples de des leaders positifs, mais des leaders négatifs. Et tout le monde est en fait un leader, c'est ça que tu veux dire? Mais c'est que, non, pas tout le monde. On peut le devenir un leader, on peut améliorer son leadership. Mais moi, cette journée-là, j'ai découvert que j'étais un leader, mais un leader négatif. En fait, à l'école, c'était toxique. À l'école, j'étais toujours le clown de la classe, donc j'étais toujours en train de distraire les enseignants. Dans ma chambre de hockey, je ne déployais pas nécessairement mon leadership, mais j'étais celui qui ralliait souvent les coéquipiers contre l'entraîneur. Pourquoi? Parce que je traînais en moi des blessures. C'est un moyen de venger inconsciemment, de te sentir important. Le système, de sentir important, fait beaucoup d'intimidation chez des gens qui étaient très performants à l'école. C'est vraiment bad boy. Peut-être bad boy, mais bon, on salue tous les gens que j'ai pu insulter quand j'étais jeune. Parce que cette blessure-là que je portais, justement, de me faire dire que j'étais moi, je me suis dit, si moi je peux te faire mal aussi, je vais le faire. Donc, bref, ça a été le début d'un parcours parce que ce livre-là, à la fin, donc, m'a fait quand même prendre une prise de conscience qui n'a peut-être pas été nécessairement consciente à ce moment, mais ça a semé des choses en moi. Et ça a été un parcours d'investissement dans le développement personnel pendant des années qui, moi, m'a donné des résultats immédiats dans la chambre de hockey. Donc, je suis passé d'un leader négatif dans la chambre de hockey à assistant capitaine, capitaine. Donc, qu'est-ce que tu as commencé à changer?
Quel genre de... Premièrement, mon attitude. Donc, premièrement, mon attitude, tu es le premier à savoir, donc on est responsable de notre attitude. Donc, plutôt que de se rallier contre l'autorité, des fois peut-être essayer de voir comment est-ce qu'on peut travailler avec l'entraîneur, collaborer, être un collaborateur, être un co-créateur. Donc, je me suis mis vraiment à m'investir dans une attitude complètement différente et peut-être à croire, surtout la plus grande réalisation pour moi, qui était que les propos qu'on avait tenus à mon égard ou les étiquettes que l'on avait accolées à ma peau n'avaient pas à devenir le reste de mes possibilités. Donc, c'est un peu comme si j'étais attaché un pied dans le passé. Mais là, quand j'ai lu ce livre-là, je me suis dit, ben non, je peux le reconstruire. Tu peux changer, je peux choisir qui tu veux devenir. Exactement, je peux laisser aller un peu plutôt que de rester accroché à cette identité-là qu'on m'avait, en fait, je ne l'avais pas choisie. On m'avait donné une identité, on m'avait dit que j'étais tel truc. Donc tu te refuges du dedans et c'est tout ce que tu connaissais. Exactement. Donc là, j'ai découvert qu'on pouvait quand même muscler son identité, transformer son identité. Donc je fais du travail au niveau identitaire, au niveau de mes croyances et tout ça à un moment donné. Puisque j'avais des gains rapides dans ma micro-société qui était le hockey. Je me suis dit, wow, j'ai fait que ça. Et on me nomme assistant capitaine. Donc pour moi, c'est devenu 1 plus 1, 2. Tu investis en toi, tu obtiens des résultats. Si tu investis davantage en toi, et bien c'est là que tu te rends capitaine de l'équipe canadienne. Donc tout ce parcours-là a été vraiment transformateur. En changeant, tu as changé toi, tu as immédiatement changé ton monde d'environnement et d'un coup tu étais une source positive dans la vie des gens. Donc, c'est ça. Exactement. Pendant toutes ces années-là, évidemment, j'étais en train de semer sans le savoir la carrière que je fais maintenant. Parce que finalement, quand tu es capitaine d'équipe de hockey, tu vas faire des discours à la chambre, on va te demander d'aller parler dans les écoles, on va te demander d'aller parler à des enfants. Donc, il y a toutes sortes d'implications communautaires. Tu as commencé à être un peu conférencier. Sans le savoir, sans savoir que c'était une carrière, jusqu'au moment où une personne me dit, savais-tu que les livres que tu lis, bien, des gens qui font des conférences aussi, ce ne sont que des produits dérivés, ces livres-là. Donc là, je me suis dit, Et là, je me suis mis à avoir peut-être caressé l'idée en secret, sans dire à personne qu'un jour, peut-être que je pourrais être un conférencier, mais j'étais arrêté tellement par la peur. Et je me dirigeais vraiment vers une carrière beaucoup plus traditionnelle pour aller faire mes preuves, bâtir ma notoriété. Mais là, il y a un événement qui a quand même tout transformé, qui pour moi, je me suis dit non, je deviens conférencier dès ma sortie des études. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé chez l'événement? Je tente ma chance. Justement, tu faisais référence tantôt au championnat du monde universitaire en Pologne avec l'équipe canadienne. Donc pendant la compétition où on a remporté l'argent, c'était juste fantastique. Donc pour un jeune homme du Québec de devenir capitaine de notre équipe nationale, c'est comme génial. C'est ça fait comme nous le football ou exactement. Et pendant le tournoi à la ronde, donc dans un jeu de routine au milieu de la glace, il y a eu une mise en échec parce que c'est un sport de contact. Et le joueur slovaque a été propulsé dans les airs et j'ai été atteint par sa lame de patin juste ici, donc qui n'est pas, le meilleur endroit pour recevoir une lame de patin. Là, tu as été exactement. Donc, évidemment, quand un événement comme ça arrive, c'est la peur, la panique. Donc, j'avais vu la photo, c'est clair. Exactement, j'avais un gros bandage, c'était vraiment. Est-ce que tu as vu le tunnel ou non? J'ai pas vu le tunnel, j'ai pris de conscience. Pour moi, c'était comme. Je prenais beaucoup la vie pour acquis et ce que je t'ai raconté par rapport à mon parcours de leadership. J'ai souvent dit que le seul endroit où je le déployais, c'était dans le hockey. Parce que toutes les autres sphères de ma vie, je sais que tu es un expert au niveau des départements, il y a 8 départements, tu expliques souvent ça dans tes conférences. Moi, c'était simplement hockey. Tout le reste, je t'ai dit que c'était en secret, que je rêvais de devenir conférencier. J'avais peur, je me mentais beaucoup à moi-même. Tu as eu ce moment qui t'a. C'est un électrochoc. Un électrochoc, pour ça. Donc là, je me suis dit. Qu'est-ce qui se fait, justement? Je me suis dit tout simplement, wow, comme la vie était. C'est la première fois de ma vie que j'ai réalisé à quel point la vie est fragile. Et je me suis dit que si je sortais vivant de cet incident-là, je pourrais peut-être essayer d'aller repousser mes limites et voir comment je peux déployer toute cette gratitude-là que j'avais pour voir au capitaine de l'équipe canadienne. Et si j'appliquais tout ce que je fais dans le hockey, dans la chambre de hockey maintenant, à d'autres sphères de ma vie. Et je m'étais fait la promesse qu'en revenant, j'allais annoncer à mes parents que mon rêve, en fait, c'était de devenir conférencier. Depuis l'âge de 16 ans que je carburais à l'église de personnes, mais tout le monde me disait, t'es fou, on ne devient pas conférencier à 23 ans, t'es pas connu, t'as pas d'expérience, t'as pas un sou en poche. Mais maintenant, la seule différence, c'est que j'avais plus le temps. J'avais décidé cette journée-là que si la vie, si la mort frappait à ma porte une autre fois, j'allais être en train de repousser mes limites constamment et d'essayer au moins d'être l'architecte de la vie de mes rêves. Et ta vie, c'est de vivre à 100%, de ne pas mettre dans le main. C'est intéressant, souvent il y a un événement de vie, d'un coup on prend conscience. On n'a pas besoin d'attendre cet événement de vie pour. Ce sont les gens qui procrastinent. Donc tu as commencé à lancer ta carrière. Comment c'était au début? C'était facile, tu as cartonné? Non.
ça n'a pas cartonné vraiment. Je voulais que ça cartonne. Mais non, quand même, c'est comme n'importe quel parcours entrepreneurial. J'ai beaucoup d'entrepreneurs dans la communauté, donc on peut s'imaginer, j'en ai bavé, c'était extrêmement difficile. Mais j'étais très bien entouré. J'ai eu des mentors fantastiques qui m'ont guidé, qui m'ont tendu. C'était une clé pour toi, énorme. Vraiment, je crois vraiment que c'est les frères Jean-Paul et Michel Desjardins. Sans eux, je ne crois pas que je serais sur cette chaise-là nécessairement, parce qu'ils ont été assez naïfs et ils ont vu quelque chose en moi. Et des fois, ça arrive. Il y a des gens qui voient des choses en nous que nous, on ne voit même pas nous-mêmes. Et eux ont été ces personnes-là pour moi. Donc, ils donnaient des retours, du feedback. Énorme. Énorme. Et donc, moi, j'ai commencé au niveau de la jeunesse. Donc, j'avais 23 ans. Et ils m'ont dit, ben, commence dans les écoles secondaires, commence où est-ce que tu faisais déjà peut-être des interventions quand tu étais hockeyeur, commence là, peut-être va voir si ça fonctionne. Et rapidement, après peut-être un an, ça commençait à voir pour les jeunes. Et par la suite, après 4 ans, j'ai transigé dans le monde corporatif. Et là, maintenant, ça fait 17 ans. Donc, comme tu disais au début de notre revue, donc maintenant, je me promène, je fais des conférences partout sur la planète pour des grandes sociétés, pour des associations professionnelles. Mais les débuts ont été vraiment comme n'importe quel début, dans l'humilité, dans le défi, dans la remise en question, dans le doute, dans la peur, dans la frustration, dans la rage. Mais tout ça, c'était une opportunité pour travailler davantage sur mon identité et qui je voulais devenir. Et donc, qu'est-ce qui a fait que tu as persévéré dans le monde difficile? Parce que il y a beaucoup de gens qui ont un rêve. Donc, déjà, la plupart des gens n'ont pas de rêve. Mais une fois qu'ils ont un rêve, qu'est-ce qui fait que dans le moment difficile, où il y a toujours un moment où on se dit est-ce que je devrais continuer ou pas? Moi, j'étais aussi sur ma carrière avec Réussite Max, et j'ai eu plusieurs fois le moment où je me suis dit est-ce que je vais arrêter ou pas? Est-ce que tu as eu ces moments-là? Et qu'est-ce qui a fait que tu as persévéré? Oui, on parle souvent dans le monde de la performance et du développement personnel d'être clair sur ce que l'on veut. Et moi, je suis vraiment d'accord avec ça. Ça peut être un vecteur très puissant. Donc, pourquoi est-ce que je persévère dans un moment difficile? Oui, j'ai une clarté par rapport à ce que je veux, ce qu'on appelle très souvent son pourquoi. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Mais pour moi, un autre vecteur dont on parle très peu souvent, qui pour moi était un moteur puissant, c'est ce que je ne voulais pas. Donc, pour moi, de retourner au statu quo, pour moi, par exemple, d'aller vivre ma vie dans un bureau, dans un emploi où est-ce que je ne suis pas maître de ma vie, que je n'ai pas la chance de faire mes choix, d'être l'architecte de ma réalité, de mon quotidien, de mon impact, de ma différence. Tu dis c'était trop de douleur à y penser. Exactement. Exactement. Des fois, les gens, on les incite, fixez-vous des objectifs, ainsi de suite, mais en même temps, tu peux aussi commencer avec une situation d'insatisfaction et qu'elle te fait tellement mal que dire je ne veux plus jamais retourner ça à cet endroit-là et ça me donne le carburant pour continuer à faire ces éviter la douleur, c'est la plus grande motivation humaine. Ben exactement, on parle souvent exactement de se projeter sur les objectifs, qu'est-ce qu'on veut, mais il y a quand même 40%, qu'est-ce que je veux éviter à tout prix? Exactement, 40% de la population qui sont plus motivés par l'évitement. Moi, c'était vraiment un carburant très fort. J'étais vraiment de cette partie de la population. C'était aussi la douleur de dire, c'est pas possible que je revienne là-dessus, j'ai pas envie de faire ça, donc je vais faire tout ce qu'il faut pour y arriver. Je veux dire, mes premières conférences, souvent pendant des mois, donc je devais apprendre à être entrepreneur. Je devais apprendre à prendre la parole en public parce que faire un discours dans une chambre de hockey et le faire devant 500 jeunes, 500 mondes, c'est un business différent. C'est un métier différent. Apprendre à faire son marketing, sa tarification. Donc au début, simplement pour faire une conférence, je disais oui à tout. Mais là, il fallait que je conduise pendant 3, 4 heures, 5 heures. J'avais pas d'argent pour l'hôtel. Donc je couchais dans mon auto. Le matin, j'attendais que le concierge arrive. Je lui demandais de débarrer le gymnase. Je prenais ma douche dans le gymnase. Par la suite, j'allais parler à des enfants de succès. Incohérence totale. Mais ce qu'on comprend, c'est un truc de fou, mais je dis souvent à mon audience, c'est que souvent pour suivre son rêve entrepreneurial, de vie, quoi que ce soit, il y a un passage d'incohérence. Mais je crois que dans la poursuite de son excellence, il y a un passage d'incohérence, mais c'est cette incohérence-là qui ultimement va nous mener à vivre incohérence. Tu comprends le jeu de mots? Absolument. Incohérence, incohérence, c'est la même chose. C'est juste que l'incohérence, cette journée-là, c'était difficile. Les mois étaient difficiles. Je me sentais totalement en incohérence. Je revenais chez moi, on avait déconnecté l'électricité parce que je n'avais pas d'argent pour le payer. Incohérence, je parlais de succès, mais mes trucs ne fonctionnaient pas. Mais je devais continuer, mais c'est ce passage-là douloureux. Et tu apprends en faisant des erreurs, pas vrai? Exactement. Tu apprends en faisant plein d'erreurs. Exactement. Souvent les gens disent j'ai envie de faire éviter d'une erreur, alors c'est l'erreur qui me fait croître. Et ensuite, par la suite, tu as devenu tellement un conférencier efficace que tu as même lancé l'Académie Zéro Limite, qui a un succès francophone, simplement numéro 1 dans ce domaine-là, d'apprendre à des conférenciers, à des auteurs, à des consultants de lancer leur carrière sur Internet, tout simplement lancer leur carrière avec succès. Et tu as aussi mentionné que ça peut être facile au début. Donc ça, c'est extraordinaire. Si tu devais donner, c'était un moment le plus difficile de ta vie, c'était quoi? Bonne question.
Je te dirais probablement que ça a été pour moi l'ascension vers le succès. C'était pas un moment, c'était une période. Ben, ça s'est mis à très bien aller. Donc, par exemple, en 2007, j'ai écrit un livre au Canada qui s'appelle 10 aiguilles. 10 aiguilles. 10 aiguilles d'acupuncture. Oui. Exactement. J'aurais aimé que ce soit ça, mais finalement, c'était pas ça. En fait, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est en phase terminale d'un cancer. Les parents m'ont appelé parce que j'étais déjà auteur de 2 livres à cette époque-là. Dans ma région, ils me connaissaient un peu comme un auteur et ils m'ont dit, est-ce que tu pourrais nous aider à aider notre fils à réaliser un dernier rêve avant qu'il décède? Et lui voulait écrire un livre avant de décéder. Et la raison pour laquelle il appelait 10 aiguilles, c'est qu'en moyenne, depuis l'âge de 9 ans, il y avait 10 aiguilles par jour dans les bras pour transfusion sanguine, chimiothérapie. Donc un truc de fou. Donc j'ai décidé d'être au service parce que je crois vraiment que réussir, c'est servir aussi. Donc j'ai été accompagné de ce jeune garçon-là. On a écrit le livre, c'est devenu un méga succès au Canada. Et je faisais vraiment bien, ça a été dans les médias. Et je suis devenu un peu arrogant. J'ai fait des investissements financiers au niveau immobilier, à la bourse. J'ai perdu un peu mes fondamentaux. Et en 2008, quand la crise économique a frappé un peu, mon business a été affecté quand même assez sévèrement. En quelques semaines, j'ai perdu $250 000 qui à l'époque, ça représentait beaucoup pour moi, mais je l'ai tout perdu. Et le défi, c'est que mon épouse était enceinte d'un deuxième enfant. On venait de se bâtir la maison de nos rêves et c'était au mois de mai. Et nous, dans le domaine des conférenciers, de mai à septembre, il n'y a pas de business. Donc, je me retrouve dans le trou, je me retrouve vraiment acculé au pied du mur et j'ai dû, pour faire ce que je devais faire, j'ai dû aller me chercher un emploi dans un terrain de golf avec un de mes amis, parce que je ne voulais pas aller dans la... Je voulais raconter sur mes éditions. Et je voulais pas aller travailler dans un bureau, donc je me suis dit, bon, j'aime le golf, j'aime le sport. Et mon ami Denis m'a donné cet emploi-là pour l'été, mais il faut vraiment que tu comprennes, moi je suis le mec qui parle de succès, qui vient d'écrire le best-seller, et là je me retrouve à tous les jours à aller débarrer un terrain de golf, à laver des voiturettes, un truc de fou. Et donc ça t'a remis en place en fait. C'était très difficile, mais c'est la survie pour le pur, c'est la survie dans 4 mois. Mais par contre, je dis toujours aux gens, c'est que personne n'est à l'abri de ça. Et à un moment donné, il faut que tu décides, quand tu es en période difficile, que c'est temporaire. Ça ne veut pas dire qu'on prend un recul. Que c'est définitif. Que c'est définitif. Et est-ce que ce recul-là va te définir pour le reste de ton aventure? Non. C'est là que le mindset et la psychologie est importante. Donc qu'est-ce que tu pensais à ce moment-là? C'est que tu te trouves à la avec les gens, au début tu te dis quoi? C'est une catastrophe, c'est horrible, machin, ou tu pensais déjà de sortir de la mindset, souris. Moi, je rentrais, je le savais que les gens, lorsqu'ils me saluaient, hey, moi les gens, mes amis intimes m'appellent Flower, donc je trouve que Martin la tulipe, Flower. Donc je disais, hey Flower, donc je savais qu'on parlait, on échangeait, mais dès que je partais, ils se moquaient, ils parlaient dans mon dos, ils disaient, regarde le mec qui parle de succès finalement, il rentre dans un terrain de golf. Donc, ça, c'est un point de douleur énorme. Est-ce que ça t'a motivé derrière comme pas possible? Oui, mais en même temps, c'est moi qui s'étais mis dans cette situation-là. C'est moi qui ai fait les mauvais investissements financiers. C'est moi qui ai investi à la bourse. T'as accepté ta responsabilité. Non, on enseigne sur tous les deux. Donc, à un moment donné, j'ai dû revenir, en fait, à ce que j'enseigne. Et 100% responsable. Exactement. Et c'est cette année-là, tu vois, un cadeau exceptionnel de ça. Donc, en septembre, j'ai repris le circuit des conférences. Et par la suite, mais là, j'expliquais à un de mes mentors, Patrick Combs, que ça avait été un été difficile et que maintenant, c'est un peu plus difficile. Et il me regarde et il dit, hey, how about you presentations in English? Il dit, qu'est-ce que tu pensais de commencer à faire des présentations en anglais? Je dis, j'aurais un accent, je ne suis pas certain. Et il me regarde et il dit, hey, how about you start practicing what you teach? Donc, qu'est-ce que tu penserais de commencer à appliquer ce que tu enseignes? Et là, j'ai dit, salaud, je te déteste, il m'a vraiment. Il a raison, ouais. Donc, t'as besoin d'où l'importance d'avoir des mentors, des coachs, des gens qui sont là pour nous dire. Et ça, c'était début 2008. Et maintenant, 75% des conférences que je fais partout dans le monde sont en anglais. C'est incroyable. 75% de ton business est en anglais. Oui, donc de réfléchir que ma plus grande cuite, qui a été très difficile, maintenant, c'est la plus grosse opportunité. Exactement. J'ai eu la même chose. C'est la même chose. Je vois que je vois les plus grandes difficultés que j'ai eues, c'est ça qui m'a donné les plus grosses opportunités. C'est qu'on est obligé d'être créatif. On sort le meilleur de nous-mêmes. Quand on est dans ces situations bravo, c'est extraordinaire. Je ne savais pas ça, je trouve ça très Je suis content de surprendre Max. Peut-être la dernière conseil, c'est pour toi la réussite, parce que moi je travaille sur la réussite Max. Quelle est pour toi la définition de la réussite? Pourquoi pour toi la réussite? Pour moi, la réussite, c'est servir, être au service. Je pense que peu importe le corps de métier que vous allez choisir, peu importe le profit que vous allez faire, d'après moi, je pense que d'être
dans une émotion et dans une intention de service. Tu racontais tantôt l'histoire de ton entrepreneur avec ses méquets au plafond, cette humilité-là. Pour moi, le ressenti de la réussite, c'est exactement ce que ça coûte. Un homme qui est au service, qui demeure dans son humilité, qui demeure dans sa compassion, dans un monde où on est tellement à la performance pour les chiffres, pour le résultat, pour l'innovation, oui, mais en même temps, de ne jamais oublier que vraiment cette notion de service-là, et que c'est accessible à tous et à toutes. Hein. Je te racontais juste avant l'entrevue le chauffeur de taxi que j'ai rencontré, qui lui a fait un peu comme sa mission de vie avec des philosophies, et il a imprimé ça sur son siège. Et il est rendu à 8000 exemplaires distribués, mais ce chauffeur de taxi n'est pas obligé de faire ça. Son patron, il n'a pas demandé de faire ça. Mais lui, il a décidé de voir, bon, l'emploi que j'ai présentement, le corps de métier que j'occupe, comment je peux être encore plus au service dans ce que je fais? Et pour moi, la réussite, même si ça peut sembler flou, pour moi, ça goûte, ça ressent, ça a un ressenti vraiment d'être au service. Exactement. Évidemment, tout en étant ouvert à l'abondance. C'est pas la notion de service Mère Teresa. Je pense qu'il faut être énormément ouvert à l'abondance, accueillir l'abondance. Donc, toute cette vision-là d'être au service, mais sans jamais rien faire et de demeurer vraiment dans cette mentalité-là judéo-chrétienne. Non, sois au service, mais aussi accueille l'abondance. Et je pense que souvent l'abondance, elle est précédée d'une attitude de service. J'aime beaucoup ça. Je pense que c'est souvent la contribution. C'est qui nous sommes, qu'est-ce qu'on donne derrière dans le monde qui nous rend incroyablement heureux. J'ai beaucoup aimé, merci Martin. Mon plaisir. Vous pouvez retrouver tous les liens. Tout mon numéro de carte de crédit, mon numéro de téléphone, mon administration. Bref, vous pouvez retrouver Martin. Si vous avez aimé la vidéo, l'entrevue ou l'interview, bref, comme on veut, appuyez sur le bouton j'aime, partagez cette interview. Si vous n'avez pas aimé, appuyez sur le bouton, c'est OK, aucun problème. En tout cas, vous pouvez retrouver toutes les coordonnées de Martin. Merci à toi Martin. Max, merci mon frère. Merci énormément. Rêvez grand, croyez en vos rêves et passez à l'action.